Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, le Kenya, qui a enregistré 2600 cas positifs au coronavirus, a prolongé son couvre-feu de 30 jours ce samedi 6 juin. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a estimé que le pays n'était pas prêt à faire face aux conséquences sanitaires d'un assouplissement des restrictions. Il a cependant également annoncé la réouverture depuis ce dimanche 7 juin des villes de Nairobi et de Mombasa. L'Afrique du Sud, qui enregistre le plus grand nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent, a adopté des mesures très strictes, dont un confinement fin mars. Confinement qui est à l'origine de tensions entre population et autorités. Certaines des restrictions imposées ont été jugées inconstitutionnelles par un magistrat de la Haute Cour de Pretoria qui a rendu son jugement le 2 juin. Et puis l'Agence française de développement a signé avec l'État du Sénégal 3 conventions de subvention d'un montant total de 4,2 milliards de francs CFA. Le financement va accompagner les secteurs de l'agriculture au nord du pays et de l'eau dans la capitale sénégalaise. Mais tout d'abord, l'ancien président tchadien Hissène Habré a condamné en appel à la prison à perpétuité en 2017 pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, et retourné en prison à Dakar ce dimanche 7 juin après l'expiration de son autorisation de sortie de 60 jours. En raison de la pandémie de Covid-19, il avait été autorisé à regagner son domicile tout en restant sous surveillance. Une démarche de renouvellement de cette permission avait été initiée par les avocats d'Hissène Habré auprès des juges d'application des peines. Demande rejetée le 5 juin par la justice sénégalaise qui a posé 2 conditions. Premièrement, Hissène Habré devait réintégrer la prison avant de demander un renouvellement d'une autre permission. Et deuxièmement, il ne pourrait la faire qu'après 1 mois en prison. Autrement dit, la défense d'Hissène Habré devra attendre le 6 juillet pour refaire une demande. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a annoncé samedi 6 juin une prolongation de 30 jours du couvre-feu national dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Il a cependant assoupli les heures de couvre-feu qui sont désormais comprises entre 21h et 4h du matin depuis ce dimanche 7 juin 2020. Conformément à l'avis du Conseil de sécurité nationale, le président a également prolongé de 30 jours la cessation des mouvements à destination et en provenance des comtés de la région métropolitaine de Nairobi et de Mombasa, les 2 premières zones économiques du pays, ainsi que le comté de Mandera. Les détails avec Nelly Ebessa. Dans son adresse à la nation ce 6 juin, le président kenyan Uhuru Kenyatta a prorogé de 30 jours le couvre-feu en place depuis le 27 mars dans le pays. Afin de permettre à ses concitoyens de profiter pleinement des journées de travail, les horaires du couvre-feu ont été raccourcis de 21h à 4h du matin au lieu de 19h à 5h du matin. La raison de l'extension du couvre-feu est de nous assurer que nous avons maintenant des Kenyans qui sont capables d'aller travailler, avoir une journée complète et avoir suffisamment de temps pour rentrer chez eux. Cela permettra désormais aux Kenyans de travailler à plein temps. Contrairement au demi-quart que nous connaissons avant maintenant, vous pouvez avoir un quart de journée complète et donc permettre aux Kenyans de pouvoir reprendre leurs fonctions et activités normales. Autre mesure annoncée par l'exécutif, la levée des restrictions pesant sur les villes de Nairobi et Mombasa dès ce 7 juin. La circulation dans et en dehors des comtés côtiers de Kwale et de Kilifi, bloquée depuis le 6 avril, est réouverte. Ainsi, la métropole de Nairobi et le comté de Mombasa, les 2 premières zones économiques du pays, ainsi que le comté de Mandera, restent fermés sur eux-mêmes pour 30 jours supplémentaires. Je tiens à assurer à chaque Kenyan que je ferai tout ce qui est nécessaire pour limiter les effets négatifs du Covid-19 sur notre peuple. Notre économie et notre mode de vie sont assurés que mon administration continuera à travailler pour restaurer nos moyens de subsistance perdus, nos opportunités perdues et notre richesse perdue. Je continue d'appeler tous les Kenyans, notamment les propriétaires et les employeurs, de faire passer l'humain avant les bénéfices pendant cette période de crise sanitaire.
sanitaire. Pour ce qui est du retour à l'école, le président Kenyatta a annoncé la réouverture des établissements le 1er septembre 2020. Le Kenya, qui a enregistré son premier cas le 13 mars, compte désormais 2600 patients testés positifs au coronavirus, soit 126 de plus en 24 heures et dénombre 83 décès. Les tensions se cristallisent autour du confinement en Afrique du Sud. Si des pays ont fait le choix de n'observer qu'un couvre-feu nocturne pour parer à la pandémie de Covid-19, l'Afrique du Sud a fait le choix d'un confinement strict en interdisant notamment la vente d'alcool et de cigarettes. Des mesures jugées inconstitutionnelles par la Haute Cour de Pretoria. Une décision à laquelle le gouvernement va faire appel. Ashley Duprat et Ameneji. Les mesures de confinement au cœur d'un bras de fer juridique en Afrique du Sud. Alors que les autorités ont annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 15 juillet prochain, un magistrat de la Haute Cour de Pretoria a jugé les mesures de restriction contraires aux libertés garanties par la Constitution. Le gouvernement a annoncé avoir fait appel de cette décision. Le gouvernement va demander à ce que l'appel soit entendu urgemment pour que nous tous soyons fixés sur les régulations. Depuis mars et jusqu'au 1er juin dernier, les Sud-Africains ne pouvaient pas se rendre à un enterrement ou encore acheter de l'alcool ou des cigarettes, sans oublier l'interdiction de pratiquer une activité sportive. Si ces mesures ont été depuis assouplies, elles n'ont pas, si l'on s'en tient à la courbe des cas de contamination, amené à une baisse drastique des cas, d'où la remise en question de la pertinence d'un confinement aussi strict. Les mesures de confinement dans tout pays, comme en Afrique du Sud, sont des mesures discrétionnaires du pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif est un pouvoir qui vise à restaurer les libertés, le respect des droits de l'homme, le respect de la force du droit. Mais il ne revient pas à l'autorité judiciaire de décider oui ou non du lever d'un confinement, parce que le confinement est la responsabilité de celui qui a mis en place les mesures. J'ai peur que la décision de justice s'interfère à une décision de gouvernance et une décision de santé publique et marche au-dessus de son autorité. La Haute Cour de Pretoria a donné 2 semaines au gouvernement pour revoir les mesures incriminées. L'Afrique du Sud a passé le cap des 40 000 cas le vendredi 5 juin, notamment dans la région du Cap où le virus est particulièrement virulent. La région enregistre les 2/3 des 40 792 cas du pays. Au Tchad, les diverses mesures mises en place pour prévenir et lutter contre la propagation du coronavirus ont considérablement impacté les activités commerciales au niveau national. Le Conseil national du patronat appelle les autorités à élaborer un plan de relance de l'économie à long terme pour éviter une deuxième crise économique post-Covid-19. Reportage de notre correspondant Mahamad Ramadan, commentaire Nathalie Mo. Au Tchad, le secteur privé est l'une des grandes victimes de la pandémie de Covid-19, en dépit des mesures gouvernementales pour alléger les charges fiscales des entreprises. Selon le Conseil national du patronat tchadien, cette pandémie vient accentuer la crise économique que traverse déjà le pays depuis plusieurs années. Les acteurs du secteur privé demandent aux autorités de penser sérieusement à la relance de l'économie post-Covid-19 à long terme. Au niveau économique, il y a eu une réduction sur certains droits fiscaux, genre la patente et autres. Ce sont des mesures à court terme. Mais ce ne sont pas des mesures suffisantes pour relancer l'économie et pour faire face vraiment à la crise. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de la gestion au jour le jour de la crise. Et il faudra maintenant très vite penser à l'après-crise, à la relance économique. Les opérateurs économiques ont salué la création par le gouvernement du fonds de garantie au profit des entrepreneurs et la réduction des taxes pour les entreprises en cette période de crise sanitaire. Mais ils demandent que les autorités doivent proposer un moratoire pour aider les entreprises à échelonner leurs dettes privées contractées auprès des banques. Nous avons aussi besoin d'un moratoire pour le remboursement de la dette, non pas seulement dette publique, c'est que l'État doit aux gens, mais aussi nous avons besoin d'un moratoire pour le traitement de la dette privée. Beaucoup d'entreprises
étaient endettés auprès des banques pendant la crise bien avant celle de Covid-19. Et ces intérêts ou cet encours de la dette détenue par les banques commerciales au Tchad continuent de courir. Et imaginez déjà, nous étions déjà pendant 4 à 5 années de crise économique. Aujourd'hui, le Covid-19 continue. Et donc, les entreprises n'ont pas la possibilité de faire face au remboursement de la dette. Par ailleurs, les acteurs du secteur privé suggèrent au gouvernement d'appuyer et d'aider le secteur informel, principal pourvoyeur d'emplois dans les centres urbains, à se régulariser au profit de la relance économique. Dans l'actualité également, la dernière phase des négociations de l'accord de Cotonou entre les pays ACP et l'Union européenne débute ce lundi 8 juin à Bruxelles, en Belgique. L'accord de Cotonou fait le cadre général dans lequel s'inscrivent les relations entre l'Union européenne d'une part et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'autre part. Il repose sur 3 piliers, à savoir la coopération au développement, la coopération économique et commerciale et la dimension politique. Et ce sont les discussions autour de ces dimensions politiques qui démarrent ce lundi. Pays ACP et européens s'accordent pour dire que les sujets qui vont être abordés dans cette dernière phase sont les plus épineux. Les débats tourneront notamment autour de la reconnaissance de la libre orientation sexuelle et de l'identité du genre, l'abolition de la peine de mort ou encore le financement par l'Union européenne des organisations de société civile africaines. Autant de sujets de clivage entre pays ACP et européens, alors que les discussions ralenties par la crise du coronavirus doivent en principe s'achever dans les prochaines semaines. 3 conventions de subventions pour un montant total de 4,2 milliards de francs CFA en faveur des secteurs de l'agriculture et de l'eau ont été signées au Sénégal. L'objectif est d'apporter un soutien au pays dans le cadre du projet d'appui au financement agricole. Un accent sera mis sur les micro-projets en faveur des femmes et sur l'autonomisation des groupements et coopératives agricoles. Aménéji. Pour un montant de 4,2 milliards de francs CFA, soit 6,4 millions d'euros, l'Agence française de développement AFD a accordé un financement au secteur de l'agriculture et de l'eau au Sénégal sous l'approbation du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Ces programmes permettront aux communes de renforcer la gestion des ressources naturelles et du foncier, participant à la fois au développement du secteur agricole et à l'autonomisation des populations. Dans le secteur de l'eau, la convention signée d'un montant de 1,3 million d'euros vise à soutenir les mesures d'accompagnement social pour les personnes affectées par le projet de dépollution de la baie de Hann, financement de moyens et matériels pour soutenir les activités économiques et accompagner les relogements. Une première partie du programme avait été financée et a permis la réalisation de 132 micro-projets, dont 80% ciblaient des activités sous la responsabilité des femmes, jardins maraîchers, marchés et unités de transformation. Aujourd'hui, vous avez dans l'horticulture énormément de produits qui sont restés en rade parce que vous avez tous les systèmes hôteliers, tous les systèmes des restaurants qui n'achètent pas de produits horticoles et qui restent un petit peu dans les bras des gens. Il faut des agriculteurs et il faut impérativement que tout cela se remette en place pour permettre d'atténuer cette charge au niveau de l'État. L'État du Sénégal s'inscrit dans une dimension genre à travers tous les programmes de développement. Il vise par ailleurs à mettre en valeur les infrastructures des activités agricoles productives, principaux piliers de l'économie nationale. Le mobile money connaît une faible progression en République démocratique du Congo avec un taux de pénétration estimé à 7,6% à la fin 2019. Un segment qui a perdu 0,8% d'utilisateurs à cause principalement du manque d'interopérabilité entre les fournisseurs de services financiers mobiles. Les précisions de Nathalie Mo. En République démocratique du Congo, les performances du mobile money sont faibles. 8 ans après sa mise en œuvre, le mobile money affiche un taux de pénétration de 7,6% selon les données de l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile. De plus, les services financiers mobiles ont connu une baisse de 4,62% au 4e trimestre 2019, générant des revenus d'environ 30,5 millions de dollars. Le mobile money aujourd'hui, c'est un pan de la monétique
qui fait que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Donc il n'est plus question de se mettre en retrait en se disant je ne vais pas vers le mobile money. Entre le 3e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2019, le nombre d'utilisateurs de services mobiles d'argent a chuté de 0,8%. Principale cause de ce repli, le manque d'interopérabilité entre les 3 opérateurs de télécommunications du pays. Situation qui entrave la fluidité des flux financiers mobiles en République démocratique du Congo. Donc le fait que la portabilité ne soit pas encore une réalité là-bas freine même déjà l'essor du développement de la téléphonie mobile, même pas seulement du mobile money. Le nombre d'utilisateurs du mobile money s'élève à 7,67 millions de personnes, tandis que la République démocratique du Congo compte plus de 35 millions d'abonnés mobiles. Un marché dominé à 99% par des abonnements individuels prépayés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.